Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Cette semaine, l'actualité au Mali a été marquée par la proclamation des résultats provisoires du second tour des élections présidentielles. Dans ce forum, on parlera également de la situation des travailleurs du Dakar-Bamako ferroviaire. Et nos invités sont Fakara Fainke du journal Le Républicain. Bonsoir. Bonsoir. Yoroso de l'Inter de Bamako. Bonsoir, M. So. Bonsoir, M. Sidibé. Moustapha Maïga est coordinateur du groupe de presse Le Ségovien et la radio Sikoro. Il est au téléphone avec nous depuis Ségou. Bonsoir, M. Maïga. Bonsoir. Et Lafia Di Mafa Sinaba, il est du journal L'Éveil Hebdo et auteur du livre La cohabitation à Farafinland. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Bienvenue à vous tous, mes confrères. Le grand dialogue. On le sait depuis hier, Ibrahim Boubacar Keïta est réélu avec 67,17% contre Soumaïla Cissé, 32,83% au second tour de l'élection présidentielle au Mali, selon le ministère de l'administration territoriale. Alors que les partisans du candidat Ibrahim Boubacar Keïta jubilent, ceux de Soumaïla Cissé dénoncent des résultats truqués. Ils contestent ces résultats. Alors nous allons écouter ce papillon de Studio Tamani. 4 jours après le second tour de l'élection présidentielle, les résultats sont enfin connus. C'est le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta qui est déclaré vainqueur avec 67,17% des suffrages exprimés selon les résultats du ministère de l'administration territoriale. Soumaïla Cissé, candidat de l'URD, a recueilli 39,83% des voix. Selon le ministre de l'administration territoriale, le taux de participation est de 34%, un taux nettement en dessus de celui du premier tour. Ces résultats provisoires doivent être validés par la Cour constitutionnelle après examen des recours. Le leader de l'opposition a déclaré dès ce lundi qu'il ne reconnaîtra pas ces résultats, dénonçant des bourrages d'urnes dans plusieurs localités. Le second tour de l'élection présidentielle a été marqué par quelques incidents, notamment l'assassinat d'un président du bureau de vote dans le nord du pays. Mais selon les observateurs nationaux et internationaux, le scrutin s'est déroulé globalement dans le calme. La mission d'observation de l'Union européenne a affirmé avoir constaté des irrégularités et non des cas de fraude. Alors, Fakara Faingue, votre analyse de ces résultats avant l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, M. Sidibé. Et je crois que chaque individu a une position par rapport à l'organisation matérielle de ces élections. Effectivement, ce que les observateurs ont affirmé, il y a eu des irrégularités graves dans l'organisation vraiment de ces élections. Et à 3 mois des élections, j'avais écrit que ça sera un chaos électoral. Parce que j'avais un peu vu les prémices d'une situation chaotique au centre et au nord du pays. Et je crois que l'opposition républicaine aussi me rejoint dans ce contexte-là. Et les observateurs aussi me rejoignent dans ce contexte-là. Au nord, pratiquement, ça n'a pas été du tout fameux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, au centre et au nord du Mali, le pays a de graves problèmes sécuritaires. Et là, le ministère de l'administration territoriale n'a pas pu bien étoffer l'organisation des élections dans ces zones-là. Sinon, l'organisation matérielle au sud, je peux dire que moi, j'ai voté sans problème et beaucoup, comme moi, ont voté sans problème. C'est au centre et au nord qu'on peut vraiment parler d'irrégularité, je m'excuse, et de bourrage d'urnes. Oui, effectivement, quand on sait qu'il y a des zones qui sont abandonnées, où il n'y a que des chefs de tribu, alors qui sont passés à l'acte, on peut dire que quand même, les élections dans l'ensemble, quand même, se sont passées avec beaucoup de choses. D'accord. Ok. Alors, M. Sou, votre analyse. Okay. Merci, M. Sidibé. Cette élection qui vient de se passer, on peut dire que cette élection a laissé un goût amer, dans la mesure où tous les citoyens n'ont pas accompli
leurs devoirs de citoyens, surtout au nord et dans le nord et dans le centre. L'insécurité aidant, donc ces populations se sont déplacées et elles n'ont pas pu voter. Malheureusement, on ne devrait pas s'attendre à cette situation, d'autant plus qu'un accord a été signé en 2015 qui devait stabiliser le pays. Parce que depuis 2013, pratiquement tout le monde, en 2013, toutes les localités du Mali, les populations ont participé aux élections. Normalement, l'insécurité ne devait pas descendre jusqu'au centre pour empêcher les populations d'aller accomplir leurs devoirs de citoyens. Maintenant, par rapport aux élections, bon, à part ça, dans l'ensemble, dans la partie ouest et Bamako au sud, bon, les élections se sont normalement déroulées. Il n'y a pas eu d'incident majeur, contrairement, on s'attendait avant la campagne et pendant la campagne, on s'attendait, comme l'autre l'a dit, les chaos où les jours de l'élection, les candidats, les partisans des candidats allaient s'affronter devant les bureaux de vote. Heureusement, on n'a pas vécu cette situation. Mais ce qui est déplorable, depuis 1992 jusqu'à maintenant, les élections sont contestées. Il est temps qu'on soit sérieux et qu'on organise sérieusement les élections. Et ce qui guette le Mali, c'est le scénario de 1997, où l'opposition, qu'on appelait le COPO en son temps, qui a refusé de partir aux élections, qui a contesté les élections parce qu'il y a eu le 13 avril un chaos terrible. La Cour constitutionnelle a annulé les élections. Et donc, voyant toute la machine de fraude qui était mise en place, les leaders du COPO ont décidé de ne pas aller aux élections. Donc, on a eu deux camps opposés où le COPO a proclamé son président, qui était Al-Mami Silla à son temps, et Alpha Oumar Konaré, qu'ils appelaient le président de fait. Donc on est resté pendant des années dans la rue en train de contester les résultats. Je crois que c'est ce scénario qui est là. Par rapport aux observateurs, moi je n'apprécie pas l'intervention des observateurs parce qu'ils viennent en aval. Ils doivent être en amont d'abord. S'ils étaient là au départ, le problème des fichiers, les doubles fichiers, le problème n'allait pas se poser. S'ils étaient là, c'est à une semaine seulement que le problème a éclaté. Une semaine de l'élection, ils ne sont pas là. C'est à quelques jours des élections que les observateurs viennent faire du tourisme. Ils sont là, ils parcourent le pays. Voilà, et après, voilà des rapports qui sont là pour dire que les élections se sont déroulées normalement. On a vu, comme je l'ai dit, en 1997, le célèbre avocat béninois, Oumedi, je crois, maître Oumedi, a déclaré à la télé que les élections se sont très bien déroulées au Mali. Quelques jours après, la Cour constitutionnelle a annulé les élections. Ouais. D'accord, on va revenir. Je donne un petit bonsoir au doyen Maïga Ségou. Ok. Alors, donc, Moustapha Maïga, avec votre regard de journaliste dans les régions, précisément à Ségou, alors, est-ce qu'on peut avoir votre analyse préliminaire en début de ce débat-là? Bon, disons que en termes d'analyse préliminaire par rapport à ces élections, je veux dire que ces élections se sont un peu bien organisées. Ça a été une élection à proprement dit forcée, parce que si on se rappelle, la loi électorale modifiée l'a été à quelques 2 ou 3 mois des élections. Et c'était une loi juste consensuelle, sinon en matière de contentieux électoral, cette loi devait être modifiée ou en tout cas adoptée au moins 6 mois avant les élections proprement dites. Mais disons que, comme un de mes prédécesseurs vient de le dire, j'ai eu la chance de vivre les élections de 1997. Et cette élection présidentielle et son processus rappellent vraiment à certains égards la préparation même du scrutin de 1997, élection législative, où l'organisation et le déroulement du processus ont été mis à nu par de très très nombreuses irrégularités. Et on se rappelle, la Cour constitutionnelle avec le vieux Diko avait donc annulé purement et simplement
cette élection. Donc ces élections du 29 juillet et du 12 août sont vraiment une copie pâle de celle de 1997, avec notamment 3 faits, comme l'achat de conscience, comme le bourrage des urnes, ou encore, plus grave, contrairement à l'élection de 1997 organisée par la CENI, donc plus grave, c'est la complicité même de l'administration dans le fait partisan pour cette élection de 2018, contrairement à 1997 où c'était la CENI qui avait organisé. Il y a eu le fiasco. Les gens ont dit cette CENI n'a pas l'expérience d'organisation du scrutin. Il faut donner à l'administration. Malheureusement, aujourd'hui, les faits donnent raison à cette CENI, ou en tout cas ceux qui ont demandé de créer une direction générale spéciale pour les élections. 2018 a démontré que l'administration électorale, en tout cas l'administration au Mali, a créé, n'est-ce pas, le fait partisan dans ce processus électoral. Monsieur Sidibé, je vais vous donner un petit fait insolite qui montre à quel degré cette administration a joué le fait partisan dans cette élection. En tous les cas, pour ce qui concerne Ségou que j'ai vécu, j'ai vu un directeur général adjoint, je précise pas un directeur régional, mais un directeur général adjoint, donc à ce niveau de responsabilité, qui a joué le rôle d'agent électoral en devenant superviseur d'un grand centre électoral où nous avons une vingtaine de bureaux de vote. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que les auditeurs peuvent savoir, parce que militant du parti au pouvoir, directeur général adjoint se mettant à ce niveau, on sait tous ce que ça peut donner. Ok. Mais Monsieur Maïga, vous êtes au centre, plus précisément à Ségou. Alors, que peut-on dire sur la question sécuritaire durant ce scrutin? Bon, disons que par rapport à toutes ces irrégularités que nous venons de citer, il faut ajouter qu'elles ont été favorisées par l'insécurité qui se développe dans le pays. Et cette insécurité qui se développe dans le pays, c'est au fur et à mesure où vous quittez les grands centres urbains. Les grands centres urbains. Par exemple, au niveau de la région de Ségou, dans les grands centres urbains comme Sambla, Barouili, Ségouville, le problème ne se pose pas. Mais plus vous quittez Massina, le territoire de Massina ou le territoire de Nyono, vous vous exposez à une insécurité totale où on se rappelle depuis les élections communales, à Massina, il y a des communes, comme la commune de Soleil, par exemple, qui n'a pas pu voter depuis 2016 pour l'élection communale. C'est la même chose pour cette année en 2018, ou encore à Nampala, dans le territoire de Nyono. Donc, l'insécurité est totale. Okay. Et dans la région de Ségou, avec une partie des cercles de Massina et de Nyono, le centre, quelqu'un vient de le dire, a fortiori le nord. Okay. Moi, je suis ressortissant du nord. Je sais comment, même en temps de paix, comment l'élection se passe dans les communes lomades, a fortiori aujourd'hui où l'insécurité est devenue une preuve palpable pour procéder à ce qu'on appelle pas bourrage des urnes, mais juste pour moi un remplissage de PV. D'accord. Ok, merci beaucoup, Monsieur Maïga. Alors, Lafia Sinaba, votre analyse rapidement sur préliminaire. Bon, l'analyse préliminaire au niveau d'abord de la participation, ça a été dit autour de cette table, ça a été vraiment faible. Mais au-delà, moi, très très faible, mais au-delà de cela, puisqu'il y a deux camps. L'opposition estime qu'il y a eu des irrégularités et en la matière, il faut des recours. Mais malheureusement, à ce niveau, il y a une crise de confiance. Cette opposition n'a pas confiance en l'autorité en la matière qui est la Cour constitutionnelle. Donc, c'est un aspect très très difficile de la situation. On va revenir à cet aspect de la chose. Oui, c'est bon.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau avec nos confrères Fakara Faïngue du journal Le Républicain, Yorosso de l'Inter de Bamako, Moustapha Maïga, coordinateur du groupe de presse Le Ségouvien et de la radio Sikoro, Lafia Di Mafasinaba du journal L'Éveil Hebdo. Alors nous sommes sur la proclamation des résultats des élections présidentielles au Mali. Alors, Monsieur Sinaba, donc vous l'avez tantôt signalé, donc ces présidentielles ont été caractérisées par un faible taux de participation. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? Les leçons, c'est que l'homme politique malien redonne confiance aux citoyens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne vont pas voter parce qu'ils se disent qu'on va côté, quelle que soit la situation. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que les résultats sont connus d'avance, qu'on vote ou qu'on ne vote pas, les résultats sont connus. Il y a cette catégorie, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin qu'au moment des périodes électorales, au-delà de ces périodes électorales-là, ils sont oubliés. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau, c'est un gros travail qui doit être fait par les hommes politiques, la classe politique d'une manière générale, convaincre le citoyen que le vote, c'est d'abord un acte citoyen, c'est un devoir citoyen, et redonner cette confiance-là, mais au-delà aussi que l'homme politique puisse donner beaucoup plus de confiance, puisse donner beaucoup plus, montrer beaucoup plus de responsabilité, entre guillemets, parce qu'ils pensent quelque part, l'opinion est favorable à cette vision que les hommes politiques, il n'y a pas assez de responsabilités. C'est qu'ils pensent à eux seuls, au détriment de l'intérêt général. Donc, ils donnent vraiment, essayent de redorer le blason. Autre enseignement à tirer, que les citoyens même se disent que pour que la situation change, en tant que citoyen, j'ai mon rôle à jouer. Et ce rôle-là, c'est de voter d'abord. Que l'on soit partisan ou pas, même s'il faut voter blanc, qu'on vote. Parce que si tout le monde avait voté, vous allez voir qu'on allait avoir un taux de participation encore beaucoup plus élevé. Et c'est l'un des aspects que j'ai vraiment déploré dans mon ouvrage qui vient de sortir. On va en revenir. La question de la légalité, de la légitimité de nos dirigeants en Afrique. Très bien. Oui, parce que élire un président de la République avec moins de 2 millions de personnes sur une population de plus de 15 millions. Alors, Fakara Faïnke, peut-on dire à ce stade que le Mali a réussi le pari de l'organisation de l'élection du président de la République? C'est un peu difficile de se prononcer sur ça. Et quelque part, on peut dire que oui, nous avons réussi le pari. En ce sens que le Mali, tout le monde sait qu'avec la situation sécuritaire, le Mali est à la croisée des chemins, où réellement le pays est dans une situation très très difficile, une situation sécuritaire où le pays est en train de se chercher, un pays qui est au fond, qui est en train de chercher sa voie. Là, on peut dire qu'on a réussi un pari parce que ces élections, il fallait les faire pour au moins avoir la crédibilité avec l'extérieur. On peut dire non, nous n'avons pas levé le défi, en ce sens que ce que mes camarades viennent de relever, le défi de l'organisation, une organisation saine, où tous les candidats avaient la latitude, vraiment étaient sur le même pied d'égalité. Je reviens à ce que Moustapha a dit. Tant que le code électoral ne change pas au Mali, 20 fois le candidat sortant va gagner. Même si on reprenait ces élections 20 fois, Ibrahim Boubacar Keïta va venir. Parce que si c'est l'administration qui organise les élections, il ne faut pas, M. Sidibé, il ne faut pas se leurrer. Un exemple basique. Moi, je donne à un enfant un téléphone pour aller vous remettre à la maison. 2 jours après, je demande à l'enfant d'aller vous reprendre le téléphone. Si M. Sidibé dit non, je ne donne pas le téléphone. Est-ce que je peux l'avoir comme ça? Vous avez des gens qui sont là, en train de vous protéger. C'est très basique. Je ne peux pas avoir ce téléphone-là comme ça. C'est pour vous dire encore que
le président sortant pratiquement était très fort. On ne peut pas faire 5 ans en train de gérer un pays et 5 ans se laisser faire. Le jour où le président a dit « Je ne peux pas remettre le pouvoir pour que le père d'un autre prenne le pouvoir », tout le monde devrait s'attendre que ça ne va pas être facile à le retirer. C'est pour cela que je dis que tant qu'il n'y a pas une structure indépendante qui peut mettre les candidats à égalité, on ne change pas le code électoral, je vous assure que les élections, c'est-à-dire le pouvoir qui va venir, va toujours rempiler. D'accord. Mais on connaît maintenant le résultat avec la proclamation quand même de l'administration territoriale. Alors les partis ont 48 heures pour introduire les requêtes. À quoi peut-on s'attendre du côté de l'URD? Bon, l'URD, je crois qu'ils mettent la pression. Mais je crois que moi, j'ai dit que la messe est dite. Pratiquement, vous savez bien, la Cour constitutionnelle, comme d'habitude, seul exemple que M. Hiroso a évoqué, il sera très difficile. D'autant plus que les requêtes au premier tour n'ont pas donné grand-chose. Moi, je pense que les requêtes au deuxième tour, alors, vont rester des requêtes mortes. Et vraiment, je pense que la situation est déjà toute donnée. Et il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Très bien. Alors, Hiroso, quelles sont les chances d'aboutir des requêtes de la part de l'URD, principalement dans ce cas-ci? Bon, comme Farah l'a dit, le premier tour s'est passé, les requêtes ont été introduites, beaucoup de requêtes, mais malheureusement, elles ont été rejetées. Oui, mais on disait que ça n'a pas été déposé dans le temps. Mais toutes les requêtes? Bon, les requêtes qui ont été rejetées en son temps. Bon. Au premier tour. Bon, on va attendre à ce que l'URD dépose ou le candidat Soumaïla Cissé dépose ses requêtes. On ne peut pas anticiper sur cette question. Mais à partir du moment où il y a rupture de confiance entre les avocats de Soumaïla Cissé et la Cour, est-ce que cela ne va pas jouer sur la suite? Non, cela quand même va jouer. Depuis le premier tour, la crédibilité de la Cour a été mise en cause par pratiquement tous les autres candidats. Soumaïla reste le seul aujourd'hui. Donc c'est la même chose. Parce que la Cour, quand les 9 sages, la nomination de des membres, d'abord prête à caution, 3 nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et les 3 autres par la magistrature. C'est la magistrature, voilà. Bon. Voilà. Donc l'exécutif a déjà 6. Voilà. Donc ça pèse beaucoup. Ces gens se doivent beaucoup au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, sauf si ils ont un grain de patriotisme. En ce moment, ils peuvent quand même faire le bon choix, comme on a vu en 1997 avec Diko qui a annulé les élections. Bon, on s'attend à cette situation. Si les requêtes sont bien fondées, qu'elle les rejette. Okay. Voilà. Par rapport au taux de participation, oui, voilà, par rapport au taux de participation, et depuis 1992 jusqu'à maintenant, Alpha était dans les 20. Lui qui était le chantre de la démocratie. Malheureusement, le taux, sauf en 2013, le taux n'a jamais atteint 40%. C'est déplorable pour un pays comme le Mali, qui a été de tout temps cité comme exemple de démocratie. Mais malheureusement, on n'entreprend aucun effort auprès des citoyens pour que ce taux puisse se relever. Sinaba l'a dit, il y a une crise de confiance entre les hommes politiques et les citoyens. Ensuite, il n'y a pas de formation au niveau de ces partis politiques. On a introduit, voilà, on a introduit l'aide publique aux partis politiques, mais malheureusement, l'argent prend une autre destination. Cet argent devrait servir à la formation des militants. Que les militants sachent quelle est l'orientation politique et idéologique de mon parti. Quelles sont les missions confiées aux responsables qui sont dans l'administration. Quand le citoyen est ancré
dans ses valeurs, je crois qu'il va sortir pour voter et montrer aux citoyens son intérêt dans les votes. Tant qu'on ne fait pas ces formations, je crois qu'on va rester comme ça. Le taux ne va jamais atteindre le taux souhaité. Il est temps quand même qu'on se base sur la formation. Ok. Alors, surtout que c'est des milliards, c'est des dizaines de milliards qui ont été investis dans le cadre de l'aide aux partis politiques. Et la presse qui doit aussi accompagner. C'est vrai, elle ne reçoit pas beaucoup, parce que ça fait des années on se bat pour l'indexation de l'aide à la presse. Mais le peu aussi qu'on donne... À la période de campagne, on a vu des presses, comment dirais-je, je pense qu'après les élections, on va tirer les enseignements nécessaires et si voir... Pourquoi ne pas adopter une charte, un code de bonne conduite au sein de la corporation? Parce qu'ailleurs, une fois qu'on fait cela, on est d'emblée exclu de la presse. D'accord. Alors, Monsieur Maïga, on a vu que les observateurs reconnaissent des irrégularités lors du scrutin, mais pourquoi celles-ci ne seraient pas de nature à entacher la crédibilité du scrutin selon vous? Bon, par rapport aux observateurs, moi j'ai d'autres appréhensions. La première, c'est par rapport aux localités qu'ils choisissent pour observer les irrégularités ou en tout cas le mode électoral. Moi je trouve que l'observation doit particulièrement se faire là où on pense qu'il y a problème. On ne voit jamais les observateurs dans les zones nomades, dans les communes nomades où on trouve tous les inscrits qui votent. Cela doit amener à réfléchir. Au premier tour, on a eu des résultats où on dit 9 751 électeurs inscrits à Al-Moussarat, 99,99% ont voté pour un candidat, et puis tout le reste, zéro. Ça, c'est au premier tour. Pour un fichier électoral qui date de 2005, on se demande comment, de 2005 jusqu'en 2018, tous ces électeurs inscrits résident encore dans cette localité. Il n'y a pas de décès, il n'y a pas de déplacés. Pour le deuxième tour, s'il y a problème, je crois que les observateurs doivent plutôt aller dans ces zones où il y a contestation que venir se balader un peu, n'est-ce pas, dans les centres urbains où certains, à partir de leurs hôtels même, suivent les réseaux sociaux ou le net pour faire leur compte rendu. Je crois qu'il faut revoir un peu le mode d'observation aujourd'hui dans l'élection au niveau du pays. Alors. Ok. Mais est-ce qu'une prévision du paysage politique d'ici les prochaines élections Bon, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Pour les échéances futures, les Maliens vont rester dans les mêmes conditions, où l'argent va faire force de loi. Monsieur Sidibé, j'ai vu, et au premier tour et au second tour, j'ai vu des électeurs, plusieurs à 17h jusqu'à 18h moins, qui avaient leur carte d'électeur, mais qui ont refusé d'aller voter parce que ce n'était pas leur jour de chance d'avoir de l'argent. Donc aujourd'hui, le marché, c'est un marché électoral et ceux qui ont les moyens financiers vont toujours gagner. Ensuite, voyons même le paysage politique, les forces en présence et les résultats qui en sont issus depuis 1992. 1992, c'est toujours la famille originelle qui a encore le pouvoir. Aujourd'hui, en 2013 et en 2018, Soumaïla Sissi, Ibrahim Boubacar Keïta, qui se retrouvent toujours, n'est-ce pas, au deuxième tour, c'est l'ADEMA. Et la vraie ADEMA, en 2018, joue un peu, n'est-ce pas, le troisième larron. Donc, ça va être difficile. L'argent va toujours faire force de loi tant que nous ne changeons pas nos comportements, tant que l'analphabétisme existe, tant que
les Maliens ne prennent pas conscience qu'une voie électorale peut changer beaucoup de choses. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani. Retour sur ce plateau avec nos invités Fakara Fainke du journal Le Républicain, Yorosso de l'Inter de Bamako, Moustapha Maïga, coordinateur du groupe de presse Le Segovien et la radio Sikoro, Lafia Di Mafasinaba du journal L'Éveil Hebdo, et nous sommes toujours sur la proclamation des résultats des élections présidentielles. Alors, Yorosso, alors à quoi peut-on s'attendre lors de ce second quinquennat de Ibrahim Boubacar Keïta, rapidement? Bon, ce second quinquennat d'Ibrahim Boubacar Keïta, bon, c'est sûr que la Cour constitutionnelle va... bon, comme il a déjà pris les 5 ans d'Ibeka, donc ça veut dire que la Cour va donner son OK. Voilà, donc moi je pense qu'on ne peut rien attendre de ce président qui n'a rien fait durant les 5 ans. Pratiquement l'insécurité et la paix dans le Nord étaient quand même le cheval de bataille qui lui a permis de gagner l'élection présidentielle en 2013. Mais malheureusement, ce président n'a relevé aucun défi, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de l'école, au niveau de la santé. Donc, tous ces secteurs ont été émaillés par quoi? Par des grèves. Tout au long de l'année, nous avons assisté à des contestations, à des mouvements de revendication par-ci, par-là. Il faut voir l'état des routes aujourd'hui et regarder la capitale Bamako. Je n'ai pas visité toutes les villes, mais c'est pratiquement l'une des villes les plus sales de l'Afrique aujourd'hui. L'école est en train de mourir, la santé, les gens ne savent pas où aller. Et la sécurité, on parle du nord, du centre, à Bamako ici, à Ségou, à Kaï, à Sikasso, chacun de nous dort avec la peur au ventre la nuit. En tout moment de la nuit, tu peux être attaqué par les bandits. S'attendre à quelque chose avec ce président de la République, ça sera du miracle. Et la corruption, le changement qu'on attendait de lui, il n'a jamais eu de changement. Parce que ça, c'est le vœu des Maliens depuis 1991. Le changement, nous voulons le changement dans tous les compartiments de la vie du citoyen malien. Mais malheureusement, ce changement n'est pas venu. Pour moi, ce président ne peut rien changer. Okay. D'accord. Lafia, une réaction rapidement? Bon, moi, je pense que, comme Yoro l'a dit, c'est vrai, ce premier mandat, il n'y a pas beaucoup de succès à partir desquels on peut vraiment se glorifier. Mais je pense que si la Cour validait sa victoire, il lui appartient de faire tout pour qu'il y ait ces sursauts-là, pour que vraiment ce pourquoi les Maliens l'ont élu en 2013, depuis 2013, que ces résultats escomptés-là soient vraiment au rendez-vous. Malheureusement, comme Yoro l'a dit, par rapport à l'accord, quelqu'un a dit que c'est Kadi qu'il a failli se faire remonter les bretelles. Donc je n'aurais pas osé autant comme lui. D'accord. Alors, autre sujet, les travailleurs maliens de Dakar, Bamako, ferroviaire viennent vivre dans la précarité totale de nos jours. Malgré les mouvements multiples et les promesses de l'État, les cheminots attendent toujours plus de 6 mois d'arriérés de salaire. Alors, à propos, nous avons tendu notre micro à un administrateur du Dakar Bamako ferroviaire, à la personne d'Ismaïla Diab. On va écouter ensemble ce qu'il nous a dit. Malheureusement, les gens ont le sentiment que l'État a investi beaucoup d'argent et que cet argent a été mal utilisé. Et ça, c'est une mauvaise information. Nous avons des comités inter-États, nous avons tous les mandats qui ont été décaissés par les États avec l'utilisation de ces fonds qui est tout à fait transparente et sans équivoque. Alors, Faïngue, est-ce qu'à partir du cas Ukoma, Dakar, Bamako, ferroviaire et tant d'autres, peut-on dire que les privatisations ont échoué au Mali? Bon, M. Sidibé, si vous permettez, oui.
Je vais revenir un peu pour dire deux mots. Allez-y. Pour dire deux mots sur le quinquennat du président de la République. Moi, je ne vais pas directement dire qu'il n'a rien fait. D'accord. Deux points. Il faut aller rapidement parce qu'on a déjà entamé les points. Je ne peux pas aller à la négation totale. Sur le plan agricole, il a fait quelque chose. 15% au niveau de l'agriculture, ça a un peu relevé vraiment notre production. D'accord. Alors... Et deuxièmement, au moins, l'armée est en train de monter en puissance. Ça c'est concret. Bon, maintenant, en ce qui concerne la croissance, même si le fruit de la croissance est mal partagé, le pays quand même a un peu grimpé par rapport vraiment aux difficultés. Maintenant, en ce qui concerne les rails, vous savez bien que ce problème-là n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, c'est un problème que les autorités actuelles ont hérité. Mais quand le président Ibrahim Boubacar Keïta est venu, c'était une promesse au niveau de la région de Caille. Mais je crois qu'ils ont manqué vraiment de vision par rapport même à la première région. Manqué de vision parce que vous n'êtes pas sans savoir que les rails constituent le socle de cette région et les promesses qui ont été faites c'est-à-dire à la région, le président n'a pas tenu ses promesses. En ce sens, leur donner des locomotives. Tous les partenaires qui sont venus ont essayé de s'intéresser au train marchandises parce que c'est ce qui apporte beaucoup. Mais le train voyageur, on peut dire le train voyageur, c'est ce qui constitue la source de vie des populations des rails. Et l'État n'est jamais arrivé à mettre vraiment des wagons dignes de ce nom, des locomotives dignes de ce nom, c'est-à-dire au niveau de Transrail. Ce qui a créé d'énormes problèmes où nous avons vu des villages entiers ont disparu. Et c'est la misère qui s'est installée le long des rails. Et pratiquement aujourd'hui, des écoles ont fermé. Nous savons que ces populations, c'est-à-dire le train est devenu une source de vie pour les populations des rails. Et nous pensons que lors de son deuxième mandat, les autorités vont s'attaquer à ce problème réellement pour quand même donner un signe de vie à la région de Caille. Très bien. Alors, Moustapha Diko, un mot par rapport au Dakar-Bamako ferroviaire. Oui, bon, d'une manière générale, par rapport au problème ferroviaire Dakar-Bamako, je l'englobe un peu au niveau de la vision qui a manqué depuis le premier quinquennat du président Ibrahim Boubacar Keïta vis-à-vis, n'est-ce pas, des équipements et surtout de la route. La route aujourd'hui est le meilleur développement pour des pays, comme le Mali. Mais aujourd'hui, vous prenez le Dakar-Bamako qui n'existe plus, vous prenez la Koumanav, compagnie malienne de navigation, qui est sous tutelle, parce que Poulikoro, Gao, à travers le fleuve, ce n'est qu'un mois ou peut-être 45 jours de navigation. Vous prenez en 5 ans combien de routes ont été construites, mais vous n'en trouvez pas beaucoup. Or, si la démocratie aujourd'hui nous a apporté quelque chose de 1992 jusqu'en 2012, si réellement la démocratie nous a apporté en termes de développement au Mali, moi je puis dire que c'est grâce, n'est-ce pas, à la route. Vous avez vu Bamako, en 1991, il n'y avait qu'une seule route bitumée entre la Tour de l'Afrique et le point de Martyr, c'était cette route seulement. Aujourd'hui, vous prenez, pendant les 20 ans d'Alpha Oumar Konaré et de Amadou Toumani Touré, tout Bamako est bitumé. Vous prenez la capitale Bamako aujourd'hui, elle va directement au niveau de tous les ports maritimes à travers des routes goudronnées, mais le quinquennat d'Ibrahim Boubacar Keïta
a manqué de vision Merci. par rapport aux problèmes routiers. Donc, la route, c'est quand même le développement. Merci beaucoup, M. Maïga. Alors, Yorosso, rapidement, en une minute, votre analyse sur la situation Dakar-Bamako ferroviaire. Dakar-Bamako ferroviaire, on peut dire, heureusement, les travailleurs ont commencé à percevoir leur salaire depuis hier, 2 mois. Février, mars. Et ils sont à leur 7e mois maintenant. Voilà, il reste 5 mois dans ce mois. Donc malheureusement, on ne devrait pas se retrouver à cette situation. Ce qui est déplorable, au moment où les autres pays sont en train de faire le prolongement des rails, c'est-à-dire que là où le colonisateur s'est arrêté, nous on s'est arrêté à ce niveau. On n'a même pas fait 1 kilomètre de rails. Regardez aujourd'hui le Sénégal qui est en train de relier ces villes par la voie ferrée. Prenez Bénin, Niger, voilà, les rails vont quitter le Bénin aujourd'hui pour le Niger. Et au même moment, nous sommes en train d'enlever les rails de Caille jusqu'au niveau du cimetière de Djilibou, on a tout enlevé. Donc ça veut dire que la voie ferrée va mourir bientôt au Mali. Fakara l'a dit, j'ai voyagé heureusement par cette voie. Lorsque le train arrive dans une localité, c'est l'économie locale qui vit. C'est une fête, c'est tout le monde qui est là. Les gens viennent avec des marchandises. Tout le monde a son petit gain là-dedans. Et lorsque le train a cessé de siffler, ça a été la mort de ces villes. Et tous les villageois, tous les jeunes qui étaient au bord des eaux, ont cherché à partir. Malheureusement, comme on l'a dit, il n'y a pas eu de vision par rapport à ça. Il est temps de compléter la route par les rails. Au moins, si les trains voyageurs marchaient aujourd'hui, cette route qui quitte Bamako pour aller à Caille n'allait pas se trouver dans cette situation de dégradation aujourd'hui. Parce que les trains allaient compléter, les marchandises allaient venir par là. Et maintenant, il faut voir l'état de la route aujourd'hui. Ça ne va pas. Voilà. D'accord, nous allons donner quand même le temps à l'AFIA de parler un mot de Dakar-Bamako ferroviaire, mais le temps de signaler que l'AFIA dit Mafa Sinaba est l'auteur d'un livre, La cohabitation à Farafenland. Pourquoi ce titre? Oui, cohabitation, c'est un néologisme. La tension dans la cohabitation, donc on a rapproché les 2 mots pour créer cohabitation. À Franfiland, c'est un pays imaginaire en Afrique. Franfi comme la peau noire et land en anglais la terre. Donc on a aussi créé un néologisme à partir de cohabitation dans un pays africain. Et là où j'ai l'impression que Yoro lisait quelque part un passage de mon livre quand il parle de l'échec des hommes politiques. Parce que lorsque l'argent est donné, vous voyez, c'est autre chose, c'est détourné à d'autres fins. Malheureusement, c'est des situations qui sont là et c'est des situations qui sont également évoquées dans le... Et bien d'autres situations qui concernent la vie dans les pays en Afrique. L'aide, par exemple, l'aide au développement, c'est vraiment une caricature que j'ai faite autour de l'aide au développement parce qu'on ne peut pas prétendre vivre de l'aide des autres et vivre, s'épanouir comme eux. C'est pas juste, c'est pas bon. À un moment donné, il faudrait qu'en Afrique, on se dise qu'il est temps de dire non à l'aide parce que pendant plus de 50 ans, on est dans le système d'aide, ça n'a pas marché. Il faudrait qu'on réfléchisse autrement. Donc, c'est des situations, malheureusement, qui mènent l'Afrique dont je parle. Mais je parle aussi de cette beauté de l'Afrique, de sa riche culture aussi. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Le temps de rappeler nos invités, Fakara Faïngue du journal Le Républicain, Yorosso de l'Inter de Bamako, Moustapha Maïga, coordinateur du groupe de presse Le Ségovien et la radio Sikoro, l'Afia di Mafa Sinaba du journal L'Éveil Hebdo. Il est aussi l'auteur du livre La cohabitation à Farafenland. Alors, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.studiotamani.org et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par la rédaction du Studio Tamani et mise en onde par Peting Diara. La régie vidéo était assurée par Salim Djouara et je suis Aliou Sidibé pour la présentation. À la prochaine. Le grand dialogue. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.